Je suis née dans une famille de canards à blanc-bec et à grosse tête. Le surnom de mon papa, c'était Savant. Et on était 3 petits canetons. Et le vilain petit canard, c'était moi. Et dans cette famille, j'ai appris que quand il y a quelque chose qui n'allait pas, que c'est moi qui n'allait pas. Et surtout, j'ai appris à ne jamais me mettre en colère. Dans cette famille aussi, j'étais tellement fatiguée tellement dégoûtée d'être le vilain petit canard, que je n'arrivais même plus à manger. Alors on m'a surnommé sac d'os. Bon, c'est vrai que depuis, je me suis rembourrée. Et puis arrivée en terminale, en fait, j'avais une envie, c'était de redoubler. Parce que j'avais enfin réussi à me faire des amis. Alors je me suis dit, je vais rester encore un peu plus. Et puis le problème, c'est qu'au dernier conseil de classe, il y a 3 de mes professeurs qui ont demandé, par égard pour leurs collègues, que je ne sois pas autorisée à redoubler dans l'établissement. Donc j'ai dû me décider rapidement sur qu'est-ce que j'allais faire quand je serais grande. Alors moi je voulais faire Médecins sans frontières, partir en Afrique et tout. Mais ma sœur elle faisait déjà médecine et je voulais pas être encore dans l'ombre de ma sœur, alors je savais pas quoi faire. Alors c'est ma mère qui m'a aidée en fait. Ma mère elle m'a dit tu sais Véronique, pour partir en Afrique, il n'y a pas que médecin. Pour aider les Africains, il y a aussi l'agriculture. Tu sais, tu pourrais faire une classe prépa, puis après une école d'ingénieur à agronome. Parce qu'en fait, ma mère, la seule chose qui l'intéressait, c'était que je fasse des études supérieures. Mais du coup, ça m'a ouvert les yeux, parce que moi qui étais d'un milieu urbain, j'ai découvert qu'il y avait l'agriculture. Et c'est comme ça que je suis devenue ingénieure en agronomie tropicale. Et comme tout bon vilain petit canard qui se respecte, je suis partie très loin à la recherche de ma vraie famille. Jusqu'en Afrique, où j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années avec les paysans, avec les éleveurs. Plein de belles expériences. Jusqu'au jour où j'ai fini par admettre que le système de l'aide au développement, comme on l'appelle, il marche sur la tête et que si vraiment on voulait que ça serve à quelque chose et que ce soit utile, il aurait fallu tout renverser. Alors je suis rentrée en France. Et là, je suis devenue céramiste. Et puis art thérapeute, et puis psychothérapeute, et puis après je suis allée voir les personnes âgées dans les maisons de retraite pour faire du soin relationnel en clown. Et puis j'étais maman aussi. Et puis dans tous les domaines auxquels j'ai eu affaire, je me rendais compte que ça n'allait pas. En tout cas, moi, j'étais comme décalée, quoi. Et puis je me suis dit finalement que c'est peut-être pas que moi qui suis inadaptée. Peut-être que c'est l'ensemble du système qui est comme un truc qui arrive au bout de quelque chose et qui aurait besoin d'un grand renversement et qu'il y a autre chose qui demande à naître. Vous voyez, un peu comme dans une forêt. Vous voyez, dans une forêt, quand il y a un vieil arbre qui tombe, ça fait de la place, et du coup, qu'est-ce qui pousse? C'est toutes les petites pousses d'arbres qui étaient déjà là, et qui attendent que ça, pour grimper vers la lumière. Alors du coup, face à ça, moi ce que je fais, c'est que je vais dans mon jardin. Parce que moi dans mon jardin, je suis plus obligée d'avoir un rôle de vilain petit canard. Donc je peux m'en débarrasser, ça fait du bien.
Eh oui, parce qu'en fait, c'était un rêve qu'on avait avec mon compagnon depuis longtemps, d'avoir un jardin, vous voyez, de faire nos légumes et tout, d'aller vers l'autosuffisance. Et en fait, il se trouve qu'il y a 5 ans, j'ai hérité de mes parents. Et donc, on a pu acheter une maison et 1 hectare de vigne. Et du coup, on s'est dit, on va en faire notre jardin d'Éden. Vous voyez, un truc genre qui pousse tout seul, qui est productif, c'est l'abondance. Bon, c'était 1 hectare de vigne, alors c'était un sol nu. Il n'y avait pas un brin d'herbe, il y avait... Puis à chaque pluie, il y avait des ravines qui se creusaient. Mais bon, on s'est dit, on va prendre modèle sur la forêt. Parce que c'est vrai que dans la forêt, il n'y a personne qui vient mettre de l'engrais, labourer, tout ça. Et pourtant, ça donne, ça pousse. Il n'y a pas de raison, dans une forêt, ça marche. Alors, du coup, on a planté plein d'arbres. On a ramassé des petits bébés arbres dans la nature. On a fait des boutures, des semis. Même on a acheté des arbres fruitiers en pépinière. Et puis on a planté plusieurs centaines d'arbres et d'arbustes. Bon, ils n'ont pas tous survécu. Mais enfin, c'est l'idée de genre de faire un grand renversement. Un grand changement de paradigme, quoi. Bon, j'ai dit un gros mot. Pardon. Oui, parce qu'un paradigme, c'est quoi un paradigme? Alors, j'ai pris la définition. Alors, un paradigme, c'est l'ensemble des expériences, des croyances et des valeurs qui conditionnent la façon dont un individu perçoit la réalité, réagit face à ce qu'il perçoit. Bon, ouais, ça c'est le dictionnaire. Hein. Non mais alors, moi je vous ai fait un tableau pour illustrer ce que c'est qu'un paradigme. Alors c'est moi qui l'ai fait dans la période bleue. Alors qu'est-ce que vous voyez? Hein? Non, ça. C'est une grand-mère. Et alors voilà, si on lui fait le coup du grand renversement, alors c'est pas elle qui a rajeuni, mais c'est toujours le même tableau, n'est-ce pas? Mais on voit carrément autre chose. Et puis même on a du mal à se souvenir de ce qu'il y avait avant. Ok? Et puis avant que je le retourne, alors il y en a qui étaient particulièrement... ils ont vu, mais sinon on ne le voit pas forcément qu'il y a une reine cachée. Et bien le changement de paradigme, en fait c'est ça. C'est-à-dire qu'on change notre regard sur les choses et on voit complètement autre chose. Vous voyez, c'est un peu comme un vilain petit canard qui d'un coup, il se rend compte que c'est pas un canard en fait, c'est un cygne. Bien, c'est un peu comme le mot apocalypse. Alors, parce que j'ai apocalypse, non. Alors j'ai regardé aussi dans le dictionnaire. Alors, apocalypse, c'est catastrophe épouvantable, fin du monde. Mais alors, par contre, si on regarde la racine, d'où il vient le mot, en fait, il vient du grec kaluptain, avec l'accent, qui veut dire couvrir, cacher, et apo, c'est dé, c'est enlever. Donc, ça veut dire révéler ce qui était caché. Ah, ça va mieux. Alors, c'est peut-être un changement de paradigme, l'apocalypse. On ne sait pas. C'est pas comme le mot effondrement, parce que c'est aussi à la mode, hein, le mot effondrement. Alors, c'est un peu... au moins, il a pour mérite de nous montrer que ce qu'on est en train de vivre, c'est violent et c'est irréversible. Bon, par contre, dans le mot effondrement, il n'y a pas cette notion de renversement. Et puis... je me dis qu'il faut s'en méfier aussi un peu de ce mot parce que c'est comme si tout arrive d'un coup, alors qu'en fait
ça fait un moment que ça a commencé, c'est un processus qui est en cours, qui a commencé. Et puis aussi c'est un mot qui dit rien de pourquoi ça arrive, comment ça arrive, qui a tendance à nous démobiliser et à faire comme si il n'y avait aucune notion politique derrière. Alors je me dis, faut se méfier un peu quand même. Alors du coup, moi je vais dans mon jardin pour faire pousser des légumes. Dans mon jardin, moi, je mélange tout. À part quelques légumes qui sont comme la pomme de terre ou la fraise, alors là, faut pas les mettre avec n'importe qui. Mais alors sinon, le reste, je mélange tout. Parce que comme ça, de toute façon, les plantes qui sont différentes, elles n'ont pas besoin des mêmes choses au même moment. Donc elles s'accommodent et puis elles se complètent. Parce que par exemple, le haricot, il va capter l'azote de l'air, le ricin, il va repousser les campagnols, les fleurs elles vont attirer les abeilles. Et puis, quand j'ai une plante qui est malade, elle ne va pas tout de suite contaminer sa sœur, parce que sa sœur de la même famille, elle est plus loin. Il y a plein d'autres plantes qui ne sont pas de la même famille avant. Donc je fais un gros mélange. Et puis aussi, je désherbe pas trop les allées. J'ai planté des arbres aussi dans le jardin. Et puis j'ai mis des fers à béton comme ça. Comme ça, il y a les haricots qui grimpent dessus, les courges, puis bientôt la vigne. Ce qui fait que dans mon jardin, c'est pour ramasser les légumes. C'est comme quand on cherche les œufs de Pâques. C'est Pâques en été. Et alors du coup, mon fils, il adore venir récolter, parce qu'il est là, il fouille et tout, il trouve... Oh maman, j'ai trouvé une énorme courgette, maman. Oh. Puis après, il dit... Oh maman, j'ai trouvé une mine de tomates, là. Et tout. Voilà, ça c'est l'aventure. Et puis aussi, c'est tellement... Il y en a tellement que... c'est un peu la jungle, en fait. J'ai une amie qui est venue chez moi pour la première fois il y a quelques temps, et puis elle est venue comme ça, elle a regardé partout, puis elle s'est dit... il est où son jardin? En fait, c'est un peu comme dans ma tête. Tout se mélange aussi. Parce que dans ma tête, à un moment, on m'avait surnommé jukebox. Parce que j'entendais un mot, tac, j'avais une chanson qui vient. Et parce que dans ma tête, en fait, ça fait des liens. Il y a un mot, quand il y a un mot, il y a plusieurs trucs qui partent, et puis après, ils font des liens. Même s'ils n'avaient pas trop de rapport au départ. Par exemple, quand j'étais jeune, je faisais des liens entre l'odeur et la couleur. Puis un jour, le médecin il m'a dit quelle est l'odeur de vos selles? Alors moi j'ai dit une odeur verte. Alors il m'a regardé, il m'a dit oui mais encore. Moi je trouvais pas plus clair, donc j'ai dit verte. Et j'ai vu que ça l'agaçait profondément, et je vous avoue que sur le coup, j'ai pas bien compris pourquoi. Bon, depuis j'ai compris, donc j'ai arrêté de faire certains liens comme ça, j'ai arrêté. Mais bon, voilà. Et puis aussi, par exemple, dans ma tête, des fois, alors j'ai comme des conclusions qui sont évidentes. J'ai des trucs, je sais que c'est ça, c'est évident. Mais alors, j'ai aucune idée du raisonnement, comment je suis arrivée à cette conclusion. Et par exemple, quand j'étais jeune, depuis longtemps, depuis ma jeunesse, je savais, c'est comme si je savais, c'était évident que notre société elle allait vers le chaos. Moi j'appelais ça le chaos à l'époque. Mais j'avais pas d'éléments très clairs pour l'affirmer, quoi. Par exemple, à l'époque, je connaissais pas le rapport Meadows. Vous connaissez le rapport Meadows? Non? Moi j'en ai entendu. Ouais? Ouais. Ben moi ça fait pas très longtemps que j'en ai entendu parler en fait, alors qu'il date de 72. Moi j'avais 5 ans à l'époque. Et ce rapport, ils avaient modélisé notre civilisation. Et puis ils avaient fait plusieurs scénarios comme ça pour voir comment ça évolue. Et ils étaient arrivés à la conclusion qu'à l'époque, en 72, si on faisait pas un changement, alors là, radical, de notre façon de fonctionner et tout, eh ben, on allait à un effondrement de l'économie, mais aussi de la population.
entre 2020 et 2030. Et puis entre parenthèses, en 2012, ils ont vérifié le modèle, ça suit exactement les courbes du modèle. Bon, enfin moi je ne savais pas tout ça. Donc, les peu de fois où j'essayais d'en parler, en face j'avais des réactions du genre oh, c'est dingue ce que t'es pessimiste quand même. Faut arrêter de flipper. Donc moi j'ai appris à mettre ça sous le tapis. Et à vivre comme ça, avec ce truc. Et vous voyez, c'est ce truc. Alors ce truc, j'ai un peu... En fait, il y a 1 an et demi, j'ai lu un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Et ce livre, quand je l'ai lu, j'ai ressenti 2 trucs contradictoires. Parce qu'à la fois, j'étais hyper soulagée. Parce que j'étais pas toute seule à penser comme ça. C'était pas que moi qui va pas. C'est que aussi, il y a quelque chose qui va pas. Et en même temps, ça a été dur à encaisser parce que j'ai compris l'ampleur de là où on en est, quoi. Alors je vais vous faire un résumé. J'enlève le tapis. Alors d'abord, il y a le climat. Donc le climat, vous savez qu'on a fixé comme objectif de ne pas dépasser les plus 2 degrés d'ici la fin du siècle. Mais on est déjà à les plus 2 degrés, on devrait les atteindre selon en 2032 ou 2040. Et à la fin du siècle, on risque d'atteindre plus 5 degrés. Plus 5 degrés, ça veut dire des vagues de chaleur mortelles pour les 3/4 de la population. On est mal. Alors pourquoi le climat il se dérègle? Parce qu'on brûle nos énergies fossiles, le pétrole, le carbone. Le pétrole, le carbone. En fait, le pétrole aujourd'hui, pour nous occidentaux, c'est le moteur de notre économie. Aujourd'hui, nous, si on n'a plus de pétrole, alors non seulement on ne se déplace plus, mais on ne s'assoit plus, on ne se vêtit plus et on ne mange plus. Pour survivre, nous, on est obligé de brûler du pétrole. Par contre, si on brûle tout le pétrole qu'on a découvert, on va arriver à plus 16 degrés. On est mal. Alors pourquoi on brûle le pétrole? À cause de la façon dont fonctionne notre économie. Aujourd'hui, on est sur le principe de toujours plus produire, toujours plus de croissance, toujours plus. Sauf que ça, dans un monde avec des ressources finies, il y a un moment où ça ne marche plus. Et vous savez, entre parenthèses, on fonctionne aussi à flux tendu, ça veut dire que pour plus de... on ne fait pas de réserve. Par exemple, une ville comme Paris, aujourd'hui, elle a 3 jours de ressources de nourriture devant elle. On est mal. Oh, pardon, faut pas tourner le dos. Je suis débutante, pardon. Donc, ensuite, oui, notre économie, elle est complètement liée à notre système financier aussi. Notre système financier, c'est prendre des crédits avec des intérêts, donc après il faut prendre plus de crédits pour rembourser les intérêts, prendre plus de crédits pour rembourser les intérêts. C'est une bulle en fait, qui à un moment va craquer. Aujourd'hui, on ne se demande plus si ou non il va y avoir un crash financier, mais plutôt quand il aura lieu. On est mal, hein? Ouais, je tombe pas le dos. Et tout ça aussi, ça impacte complètement nos écosystèmes, puisqu'aujourd'hui, les chercheurs de l'IPBES, en fait, c'est la plateforme internationale de recherche sur la biodiversité, ils sont d'accord pour dire qu'on assiste à la 6e extinction de masse de la planète. Ça veut dire une disparition rapide et massive des êtres vivants. IP, vous pouvez répéter aussi? IPBES. La seule différence par rapport à quand c'est arrivé avant sur la planète, c'est que ça arrive 10 000 fois plus vite que la moyenne géologique. On est mal.
Et puis aussi, nos ressources sont complètement affectées. Les cycles, les principaux cycles, le cycle de l'eau, cycle du carbone, cycle du phosphate, cycle de l'azote, ils sont tous profondément perturbés. Et on a affecté le système Terre de manière irréversible. On est mal. Et le problème, c'est que notre monde il est devenu tellement complexe. Vous savez ce que ça veut dire complexe? Ça vient de complexus, je ne sais plus. Qui veut dire tisser ensemble, relier. C'est-à-dire que tout est lié. Et aujourd'hui, il suffit qu'un seul de ces pôles s'effondre pour que tout s'effondre. C'est mal. Alors moi, quand je pense à ça, quand je pense à... C'est une chose de le comprendre avec ma tête, et puis c'est autre chose que de le comprendre avec mon ventre, avec mon cœur. Quand je pense à nous, quand je pense à nos enfants, ça me rend folle, quoi. Je me dis et puis il y a l'humanité qui risque de disparaître, toute cette vie magnifique. Ça me rend folle. Je tombe pas de l'eau. Alors, du coup, je remets le tapis, tout le tapis. Puis il me dit, c'est vrai quoi, après tout? Non mais ça va quoi. Pour nous c'est un peu irréel tout ça. C'est vrai que l'été fait un peu chaud. Ah bon, on se baigne plus, c'est pas grave. Pas rigoler. Mais en fait j'y arrive pas, ça marche pas non plus. Ça me rend folle aussi dans la vie quotidienne de faire semblant avec ce truc que je sais pas où mettre. Alors des fois, j'arrive un peu à me mettre en colère quand même, et je me dis, tant mieux si tout s'effondre, comme ça, on aura enfin le grand renversement. Puis après, je pense à Naomi Klein, parce qu'elle dit, Naomi Klein, que en fait, le capitalisme, il se nourrit des crises qu'il engendre. Alors je me dis, c'est pas parce que ça va tomber qu'on va passer à quelque chose d'un monde. Voilà, on est mal quoi. Vous savez, c'est un peu comme ça me fait penser au liseron. Vous voyez, vous arrachez du liseron, plus vous l'arrachez, plus il pousse. C'est dans mon jardin, moi, que j'ai découvert le liseron. Quand j'ai commencé, j'ai fait ma première butte dans mon jardin. Parce que pour faire des légumes, moi je fais des buttes. Alors j'ai fait une longue tranchée comme ça. Au fond, j'ai mis des bouts de bois. Après, j'ai remis la terre. Après, j'ai mis un peu de compost, mes graines. J'ai mis une bonne couche de paille. Puis j'ai arrosé. Puis j'ai attendu. Et alors là, quand c'est sorti de la paille, mes premiers haricots, oh, c'était trop beau. Puis au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas des haricots, c'était du liseron. Ben ouais, faut pas croire qu'en tant qu'ingénieur agronome, on est préparé à savoir faire pousser des légumes. Pas du tout. Enfin, alors, donc après, j'ai fait mes semis. Donc j'ai pris des pots, j'ai mis du compost, j'ai mis mes graines, mes étiquettes, j'ai arrosé et j'ai attendu. Et c'est sorti. Le petit cotylédon, vous savez, de première pousse, les petits cotylédons. Oh, trop bien. Puis j'ai attendu. Il n'y a toujours que les deux petits cotylédons. Ça a duré longtemps. Hein. Jusqu'à ce que... Et là, j'ai compris que les semis, ça se fait pas dans du compost. Parce que le compost, ça brûle les petites racines qui veulent sortir.
l'année d'après, ce que j'ai fait, j'ai pris mes petits pots, j'ai pris du terreau, merci, et puis j'ai mis mes petites graines, mes étiquettes, j'ai arrosé, et là, ça a poussé. Donc je les ai pris, puis je les ai plantés dans ma butte, avec des étiquettes. Et alors en fait, très rapidement, le soleil a effacé mes étiquettes. Comme j'avais mis des légumes anciens, bah, du coup, puis que bah, j'étais là, oh, c'est bon. Et puis il y a des espèces de boules blanches qui sont sorties comme ça, dures, avec un peu comme des épines un peu dessus, truc. Moi je savais pas s'il fallait que ça grossisse ou comment ça se mange, tout ça. Donc j'ai laissé quoi. Et un jour j'ai une amie qui est venue, puis elle a regardé, elle me dit « Oh mais yo, t'as du concombre lemon !» Je fais « Oh !» Et donc on l'a mangé, on l'a goûté, c'est super bon en fait, c'est du concombre qui a le goût de citron. Voilà, faut le savoir. Et voilà. Enfin, l'essentiel dans mon jardin, c'est que j'apprends. Et ouais. Puis tant que je peux me permettre, qu'on peut acheter à manger par ailleurs, ça va bien. Et oui, j'ai conscience d'être une hyper privilégiée dans ce monde. Et oui, je peux me le permettre. Déjà, j'appartiens aux 15% de la population mondiale qui a la peau blanche, qui règne sur la planète depuis 500 ans. Ça, je l'ai vraiment senti en Afrique. En Afrique, je peux vous dire, avec la peau blanche, déjà vous avez un statut social. Et par exemple, au Burkina, j'avais un compagnon burkinabé, il m'avait emmené dans le village de ses parents pour me présenter à ses parents. Alors, quand je suis allée prendre ma douche, alors vous savez, la douche là-bas, c'est un coin avec des canisses, puis on va se laver avec un seau. Donc j'ai pris mon seau, ma serviette, puis je suis sortie de la petite maison, je suis allée, et puis alors là, il y avait tout le village qui était là. Voilà. Et alors j'avais la haie d'honneur, là, pour aller jusqu'à la douche. C'était assez loin. Et puis, arrivée à la douche, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon savon. Donc là, c'était la panique. Et puis moi, je parlais pas Gourouti, il parlait pas français. Donc c'était qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a. Bon, et puis du coup, je suis revenue avec mon savon. Et j'avais de nouveau la haie d'honneur. Pas jusqu'à la douche. Alors, moi, quand je suis rentrée en France, c'est un truc que j'ai énormément apprécié, c'est de retrouver l'anonymat. Mais enfin, au-delà de ça, même ici, je suis très privilégiée. Je suis issue d'une famille d'intellectuels de gauche. Vous savez, le cœur à gauche. Le nez à droite. Ma mère, elle était prof de maths. Mon père, il faisait de la recherche fondamentale sur les couches monomoléculaires de l'armure Blood-Jet. Et puis moi-même, j'ai fait des études longues. Et voilà. Et c'est sûr que face à ce qui nous arrive, cette histoire d'apocalypse ou d'effondrement ou je sais pas quoi, bah on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux. Globalement, c'est quand même nous qui consommons beaucoup, n'est-ce pas? Il y a M. Jancovici, il a fait l'évaluation que pour maintenir notre façon de vivre, si on n'avait pas de pétrole, on n'avait plus de pétrole, qu'il fallait remplacer le pétrole par de la force musculaire humaine, il faudrait à chacun d'entre nous 500 esclaves à plein temps. On est mal. Donc c'est vrai que globalement, c'est nous qui consommons et c'est les pays les plus pauvres qui trinquent. Alors ça, on va dire que c'est notre civilisation actuelle, hein. Le vieil arbre qui veut tomber. Mais ça, c'est surtout l'arbre qui cache la forêt.
Parce qu'en fait, si on regarde les derniers chiffres, c'est ceux de 2018. En 2018, qui a profité de la croissance? Les pauvres. Ah bah non, il y a la moitié de la croissance mondiale qui a été accaparée par 1% des riches. 1% de la population. C'est 1% qui détiennent aujourd'hui combien de pourcents des richesses? 90%, d'après l'Oxfam. Ouais. 90% des richesses. Alors, moi j'essaye de me mettre en colère, mais j'arrive pas tout le temps. Ouais. J'essaye de me mettre en colère parce qu'il y a de quoi se mettre en colère, j'y arrive pas. Et pendant ce temps-là, il y a toutes les 5 secondes, il y a un enfant de moins de 10 ans qui meurt de faim. Même là, j'arrive pas à me mettre en colère. Pourtant, il y aurait de quoi. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Jared Diamond qui a étudié les effondrements des civilisations dans le passé. Il s'est rendu compte qu'à chaque fois, les élites, ces hyper privilégiés, eh ben, ils font tout pour maintenir le système en place. Alors, moi dans le monde que j'imagine, ça ce serait ma pousse à moi. Ce que j'imagine qui pourrait repousser après l'effondrement du vieil arbre. Et ben moi ce que j'imagine, ce serait un monde où il y aurait de l'équité. L'équité, ça veut dire chacun selon ses besoins. Alors même si j'en connais un, je crois qu'il récupère un peu le mot, ben moi je m'en fiche, le gars. Vous avez entendu, non? C'est pas Macron qui récupère le truc, enfin, je sais pas. Et puis alors, vous savez, les chercheurs, ils ont fait un autre modèle. Ils ont modélisé la société en fonction de 2 critères. De si elle est plus ou moins soutenable par rapport aux ressources, et s'il y a plus ou moins d'inégalités. Ben, ils se sont rendus compte que plus il y a d'inégalités, plus vite la société elle va à l'effondrement. Et même des sociétés qui sont soutenables, à partir du moment où il y a des inégalités, elles vont à l'effondrement. Alors j'ai un ami très proche qui me dit de toute façon, ceux-là, les 1% là, faut tous leur couper la tête. Voilà, vous êtes d'accord? On va tous leur couper la tête? Oui. Wow, moi sur le principe, ça me dérange un peu quand même. Puis je me dis que ça sert à rien parce que c'est comme le liseron en fait. C'est comme le liseron, tu l'écoutes, il y en a 3 qui poussent. Et puis alors il y a 2 auteurs qui sont anticapitalistes. Il y a Anselme Jacques d'un côté, Murray Bookchin de l'autre, qui disent que en fait le système, la société, le système capitaliste dans lequel on est pris, on est tous pris dedans, y compris les élites. Et que les luttes des classes, lutter contre ces élites et tout ça, ça peut nous permettre à l'intérieur de ce vieux système que ce soit un peu moins pire. Et que si on veut sortir du cercle vicieux destructeur dans lequel on est, eh ben, il n'y a qu'une solution, c'est vraiment de changer complètement de système. Parce que le fonctionnement de la société a plus de poids que les individus. Moi ça, je m'en suis rendu compte il y a 20 ans. Il y a 20 ans, en fait, je travaillais au Tchad. Et puis j'ai été recrutée par l'association pour laquelle je travaillais pour travailler à Lyon, au siège, pour à mon tour accompagner les équipes de terrain. Donc j'étais super contente parce que c'est exactement ce que je voulais faire et tout. Wow. Puis quand je suis arrivée au siège, la directrice générale a démissionné. Et là, en fait, j'ai compris qu'elle a démissionné à cause de moi. En fait, j'ai compris qu'au siège, il y avait 2 clans qui s'affrontaient et que j'avais été la candidate d'un des 2 clans, sans le savoir. Et que la directrice générale, elle avait dit, si elle est recrutée, je démissionne. Et j'ai été recrutée.
Alors là, j'ai compris que c'était tendu. Donc je me suis fixé comme objectif, comme idée, de ne pas me laisser embarquer dans des luttes intestines, des trucs et tout ça, mais vraiment de rester avec mes idées, de rester bien droite dans mes bottes. Donc j'ai commencé par aller rencontrer chaque personne du siège pour comprendre quel était son point de vue et tout ça, comment elle avait vécu ça et tout. Et puis je me suis aussi investie dans un accompagnement par une structure extérieure pour régler le conflit, vous voyez, qu'on s'en sorte. Et puis, au bout d'un an, il y a eu l'Assemblée Générale, qui était la résolution du conflit. Et en fait, il fallait se positionner sur deux axes qui correspondaient en fait aux deux clans. Donc il y en avait un, c'était l'orientation historique de Vétérinaires sans frontières. C'était d'envoyer des jeunes vétérinaires ou agronomes en Afrique pour l'échange culturel, pour comme ça ils acquièrent une expérience, puis en même temps, ils apportent quelque chose là-bas. Et puis l'autre orientation, c'était de dire que Vétérinaires sans frontières, c'est une association de professionnels militants qui contribuent au changement social et économique dans les interstices laissés par le système de l'aide au développement, qui, il faut bien dire, a des relents néocolonialistes. Alors évidemment, moi j'étais de ce côté, tous mes collègues, tous ceux qui suivions le terrain, on était tous de ce côté. Et l'Assemblée Générale, elle a voté de ce côté. Donc, on est tous partis. Ça a explosé en deux. Alors non seulement ça a explosé en deux, mais moi j'en suis ressortie profondément affectée, complètement imprégnée des conflits, complètement partisane. Et puis vous allez me dire, c'est parce que je suis un vilain petit canard. Ben oui, mais en même temps, tous les gens du siège ont morflé. Je ne suis pas la seule en fait. Tout le monde à son niveau a morflé. Et c'est là que j'ai compris que les organisations, en fait, elles sont vivantes. Elles ont leur propre vie, elles ont leur cycle de vie, elles ont leur ADN. Et ça, c'est bien plus fort que les individus qui la composent. Ouais. Alors c'est un monsieur qui s'appelle Don Beck qui a dégagé les grands types d'organisations humaines au travers de l'histoire. Alors, je me parle d'eau. Alors, au début, c'était le stade où les gens étaient regroupés par des hordes familiales d'une douzaine de personnes. Et chacun était focalisé sur ses besoins physiologiques. Il n'y avait pas vraiment d'organisation. Voilà. Et puis ensuite, Homo sapiens a fait sa révolution cognitive. C'est-à-dire qu'on s'est mis à faire des bateaux, des lampes à huile, des cérémonies, etc. Et là, on s'est regroupé par plusieurs centaines d'individus. Et ça, c'est le stade des tribus. Les tribus où il y a des traditions, il y a le respect des anciens, et où l'individu est complètement fusionné dans le groupe. En fait, l'individu seul, il ne survit pas. Alors ça c'est bien, mais on prévoit peu l'avenir, on s'adapte peu au changement. Alors après, Homo sapiens a fait sa révolution agricole, c'est-à-dire qu'on s'est mis à cultiver, du coup on s'est regroupé par plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'individus. Et ça c'est le stade rouge, où je suis plus fort, donc c'est moi qui prends, c'est moi qui décide. Voilà. Donc le prototype d'aujourd'hui, c'est la mafia. Vous voyez, il y a un chef, il y a ses hommes de main, et puis en bas, c'est tous des esclaves. Alors, ça c'est bien, mais c'est violent quand même. C'est pas évident. Alors, ensuite, il y a eu le stade des empires. C'est le stade bleu. C'est un stade très pyramidal, mais c'est l'apparition de la religion, de l'écriture, de la monnaie, de l'administration, etc. Alors aujourd'hui, le prototype, c'est l'armée, mais on a aussi tous nos services publics qui fonctionnent comme ça, de manière très hiérarchique.
Alors ce qui est incroyable avec ces stades, c'est que ils correspondent aussi au stade de développement de l'enfant. Par exemple, le stade beige de la survie, c'est le stade du nourrisson. Le stade violet, c'est le petit enfant qui, jusqu'à 2 ans, qui fait des allers-retours entre explorer le monde et fusionner avec sa maman. Et puis le stade rouge, c'est celui de l'enfant de 4 ans, vous voyez, qui... non. Et le stade bleu, c'est celui de l'âge de raisin. Moi, quand j'étais au Burkina Faso, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est pas pour rien, parce que j'en ai tellement honte, alors je vous le dis maintenant, mais on m'a surnommée la Dame de Fer. Parce que moi, quand il y avait une règle, c'était comme ça, on n'en dérogeait pas. J'étais dans le stade bleu. Mais après, j'ai évolué. Au Tchad, on m'a surnommé finalité, but, objectif. Parce qu'à chaque fois, je disais, mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi la finalité? J'étais dans le stade orange. C'est le stade de la réussite. Alors, c'est toujours pyramidal. Par contre, il y a beaucoup de place à l'innovation. L'individu, il peut bouger dans la pyramide. Et c'est le stade des sciences. Alors, on ne réfléchit plus entre ce qui est bien, ce qui est mal, mais ce qui marche pas. Voilà. Les entreprises, qui fonctionnent comme ça. Et ça correspond à l'adolescence, en termes de développement de l'enfant. Et après, comme je vous ai dit, j'ai quitté Vétérinaires sans frontières, et avec d'autres collègues, on a recréé derrière une association et un bureau d'études. Et alors, on avait des valeurs fortes. On était des professionnels militants. Et toutes nos décisions, on les prenait au consensus, c'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde soit d'accord. Et ça marchait super bien. Parce qu'on n'était que 3. C'était le stade du bleu-vert, c'est le stade du pluralisme. Dans l'histoire, vous voyez, c'est toutes les luttes, lutte contre l'esclavage, pour le féminisme, voilà, on se regroupe ensemble contre quelque chose. Et c'est toutes les associations qui fonctionnent comme ça, enfin la plupart. Et vous voyez, alors, au-delà de 3, à partir de 4, c'est souvent des réunions interminables pour décider de la couleur, du papier toilette. Et c'est aussi le pouvoir est nié. Donc toutes les luttes de pouvoir se font dans l'informel. Et moi, en tant que vilain petit canard, j'ai beaucoup de mal dans toutes ces formes d'organisation. Et alors c'est un stade adulte, hein. C'est un stade adulte. Moi j'ai mis un bisounours. Voilà. Parce que moi ça m'évoque un peu ça, le stade de fusion bisounours. Et alors, ce qu'on a gardé de... Oui. Ce qu'on a gardé dans notre société, c'est la compétition du stade orange et le conformisme du stade bleu. Désolée, je vous tourne le dos. Ah! Ah, merci. Et donc, tac à tac. Donc, vous savez ce que je fais moi dans ce cas-là? C'est quand j'en ai marre de toutes ces formes d'organisation là, il n'y en a aucune à laquelle je suis adaptée. Et ben moi, je vais dans mon jardin. Et dans mon jardin, je veux que ça devienne justement, que ça s'auto-gouverne. Genre, ça, allez-y, débrouillez-vous. Alors c'est sûr que comme je vous ai dit, le sol, quand on est arrivé, c'est un sol, en plus c'est de l'argile, vous voyez, quand c'est mouillé, c'est de la terre glaise, et puis quand c'est sec, dur comme du béton. Alors vas-y, fais le sol, moi je voulais que le sol il soit vivant et tout. Alors du coup, je me suis formée, j'ai lu des livres, je suis allée sur internet, parce qu'il ne faut pas croire qu'en tant qu'ingénieur agronome, je savais un tant soit peu comment fonctionne le sol vivant. Pas du tout. Mais du coup, j'ai compris. Alors je vous le dis à mon tour.
un sol vivant, un sol, c'est comme un tube digestif, en fait. C'est la même chose. Vous voyez, par exemple, moi, mon tube digestif, mon écosystème ventral, bah, entre toutes mes angoisses de vilain petit canard, toute la colère que je n'exprime pas, et plus tous les médicaments que j'ai mangés, bah, mon écosystème ventral, il est effondré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux plus boire de vin, je ne peux plus boire de bière, je ne peux plus manger de pain, je ne peux plus manger de yaourt, je ne peux plus boire de lait, je ne peux plus manger de chou, je ne peux plus. Bon, voilà. Parce qu'en fait, nous, dans notre ventre, on a tout un microbiote qui digère les petits aliments pour nous. Sans eux, on ne survivrait pas. Est-ce que vous savez qu'on a plus de de petites bêtes dans notre corps que de cellules de notre corps? On en a 2 à 10 fois plus. Et c'est eux qui nous font vivre, qui nous font digérer tout ce qu'on mange. Et ben, le sol, en fait, c'est pareil. Le sol, c'est un tube digestif qui mange tous les déchets végétaux. Vous voyez, les pailles, les feuilles, tout ça. Ils mangent ça, ils digèrent. Toutes ces petites bêtes, toute cette microfaune digère. Et c'est quoi qui reste derrière? C'est de l'azote. Et ça, c'est ça qui nourrit les plantes. Alors du coup, quand on met plein de fumier et d'engrais et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, les plantes, elles sont contentes. Elles grandissent. Alors par contre, toute cette microfaune du sol, en fait, c'est comme si vous donniez au sol à manger son caca. Vous voyez, il fait une indigestion et il y a toute cette microfaune qui meurt. Alors moi, j'ai décidé que mon sol, il allait devenir fertile tout seul. Donc je mets très peu de compost et de fumier, et plus au pied des plantes justement qui sont gourmandes pour qu'elles puissent le prendre directement. Ça veut dire aussi que le sol, c'est la maison de toute cette microfaune. Alors du coup, moi je me dis, si je retourne le sol, là, je retourne leur maison, donc ils vont tous mourir. Donc je ne laboure pas mon sol. Voilà. Et puis alors du coup, je nourris tout le temps mon sol pour qu'il puisse produire de la fertilité. Donc j'ai toujours une couche de paille comme ça. Et du coup, quand arrive le printemps, mon sol il met au moins 2 semaines de plus que celui de mon voisin à se réchauffer. Donc ça fait que mon jardin est toujours hyper en retard, quoi. Chaque année, je me dis, aïe. Il va rien donner cette année, mon jardin. Il n'y a rien qui pousse. Et en fait, chaque année, il donne un peu plus. Yes. Alors, donc, j'apprends, en fait, à faire confiance à la terre, à tous ces micro-organismes qu'on ne voit pas, à tout ce qui est caché, ce qui est sombre. Ça, en fait, en Qigong, c'est le principe féminin, tout ce qui est caché, la terre. J'apprends à faire confiance. Parce que vous savez, dans le nouveau monde que j'imagine, en fait, tout serait calqué sur le fonctionnement du vivant. Comme dans une forêt, comme dans un sol. Moi, ce que j'imagine, c'est une société qui fonctionne comme fonctionne le vivant. Et aussi, évidemment, dans le respect de ce qui est vivant. Alors, je vais encore vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en 2002. En 2002, donc, on a monté notre petit bureau d'études et je suis partie au Tchad avec ma collègue Diane pour 2 mois de mission. Alors, nous qui démarrions, c'était la moitié de notre budget annuel, c'était une big mission. Et en fait, je vous passe les détails, mais au bout de 10 jours, on n'avait toujours pas réussi à obtenir les moyens de base pour partir travailler, c'est-à-dire qu'il nous fallait du gasoil, des radios,
des lits de camp, des bidons pour mettre de l'eau. Enfin, des trucs sans quoi on ne pouvait pas travailler, quoi. On ne pouvait pas partir en bourse. Puis on avait beau essayer de remonter dans la hiérarchie, plus on montait, plus ça devenait la cata. Donc au bout de 10 jours, on a décidé de renoncer à cette mission. Donc pour nous, c'était énorme. Hein. Mais on s'est dit, bon voilà, on peut pas. Et alors, le problème, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on ne dit pas non à la coopération française. Surtout quand on est à un petit bureau d'études, et puis 2 femmes, et même si on ne se met pas en colère. Alors du coup, c'est remonté, alors encore plus haut dans la hiérarchie, le chef de mission, ensuite l'ambassadeur, jusqu'à ce qu'on soit convoqué à Paris, au ministère des Affaires étrangères. Donc j'y suis allée avec mon collègue Michel, qui avait donc le titre de directeur général. Et on a été accueillis par 2 hommes, derrière leur bureau, qui ne se sont adressés qu'à Michel. Ils n'en ont même pas regardé. Et ils ont dit, bon, on va pas discuter du fond. De toute façon, sur le fond, elles avaient raison, mais là n'est pas la question. On a atteint des niveaux diplomatiques, donc maintenant, bah, faut couper une tête. Et en tant que vilain petit canard, évidemment, la tête, c'était la mienne. En fait, ils voulaient plus que je remette les pieds au Tchad. De toute façon, c'est très simple, hein, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Donc, si vous refusez, bah, vous serez sur liste noire, donc plus aucun contrat. Par contre, si vous acceptez, bah, on vous donne... alors là, ils commencent à lister des pays. En fait, les pays, c'est des marchés qu'ils nous auraient donnés sous la table. Alors, moi, je me suis même pas mise en colère. Pourtant, il y aurait de quoi, hein. Alors, mes collègues et moi, on était dans le stade vert. Alors, on n'a pas cédé. On n'a pas cédé, mais moi, ça m'a profondément affectée, en fait. J'ai mis 6 mois à m'en remettre. Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que même si depuis longtemps, je savais que l'administration française et le système de la coopération, ça dysfonctionne beaucoup, j'avais quand même confiance dans les valeurs de notre État. En fait, je croyais que quand ça remonte la hiérarchie, au bout d'un moment, ça tombe sur quelqu'un de responsable qui dit « Oh, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, nos valeurs, c'est ça là, on arrête !» Eh ben non, en fait, ça fonctionne pas comme ça, ou plus comme ça, je sais pas. Et du coup, ça a été la goutte d'eau, ou plutôt le seau d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, je me suis dit, ça n'a plus de sens de mettre ma personne à disposition d'un système comme ça. Et j'ai décidé d'arrêter. À ce moment-là, j'étais au sommet de ma carrière, j'avais un nom et tout. Et mes collègues, ils me disaient, mais t'es folle? Ouais, peut-être. En tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, donc après presque 20 ans, même si j'ai passé des moments à galérer au niveau matériel, à me chauffer aux palettes et tout, et ben à aucun moment j'ai regretté d'avoir fait ce saut. Et que depuis, je fais les choses qui ont du sens pour moi. Et moi, ce que je voudrais dans le nouveau monde que j'imagine, c'est que tout le monde, chacun d'entre nous, puisse faire ce qui a du sens pour lui et pour le monde. Et puis, vous savez, aujourd'hui, je recroise des anciens collègues. Alors, il y en a un qui a eu un accident cardiaque grave. Il y en a un autre qui a fait un burn-out. J'ai une ancienne collègue aussi qui m'a dit qu'elle a regretté de ne pas avoir arrêté à temps, parce que après c'est tard de se recycler entre guillemets. Et moi je me dis que c'est un peu comme notre société aussi. C'est-à-dire peut-être que plus on attend avant de faire un grand renversement, plus on risque de tomber loin, de s'effondrer.
d'aller plus loin. C'est un monsieur qui s'appelle Dimitri Orlov qui a vécu l'effondrement de l'URSS. Et lui, il a identifié les différents stades d'effondrement. Alors le premier stade, vous savez, c'est l'effondrement financier. Il n'y a plus d'argent à la banque, l'argent ne vaut plus rien. Il est suivi rapidement de l'effondrement commercial. Ça veut dire que les magasins sont vides. Alors en URSS, eux, ils avaient l'habitude, tout le temps les magasins vides. Donc ils étaient déjà bien organisés, ils avaient des marchés parallèles, des jardins potagers. Par contre, nous, on est mal. Et puis après, le stade d'après, c'est l'effondrement politique. C'est-à-dire le gouvernement, il perd tout pouvoir. Donc il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de services d'ordre, il n'y a plus rien. Qui est suivi rapidement de l'effondrement social, c'est-à-dire que c'est les associations caritatives qui ne fonctionnent plus non plus. Et là, il a remarqué en URSS que les endroits où les gens avaient déjà développé de l'entraide entre eux, eh ben ça fait des poches de résilience en fait. C'est facile. Ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a pas de sens. Alors voilà, nous, l'entraide, tout ça, bah, on est mal. Et puis le dernier stade, c'est l'effondrement culturel. Alors là, c'est quand on perd notre capacité d'empathie, notre humanité en fait. On est focalisé sur nos besoins physiologiques. On est mal. Et ça, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est le stade beige de la survie. Parce qu'en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Joseph Tinter, qui s'est rendu compte, qui a étudié aussi les effondrements dans le passé, qui s'est rendu compte que les sociétés qui se sont effondrées, en fait, elles étaient prises dans des pièges de complexité. Parce que vous voyez, si on regarde l'évolution naturelle, en fait, on va vers toujours plus de complexité. Et une société qui s'effondre, c'est une société qui fait un retour en arrière, qui se simplifie. En fait, il a vu que les sociétés elles deviennent complexes, alors il faut des procédures, il faut gérer plus d'informations pour ces procédures, donc encore, etc., jusqu'à ce qu'à un moment, elles se simplifient. Vous voyez, par exemple, l'URSS, ils étaient genre bien bleus, là, bien pyramidales, rigides. Et quand ils se sont effondrés, ben, ils sont allés au stade rouge de la mafia. C'est comme les Romains, ils étaient au stade bleu aussi. Et ensuite, il y a eu le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'était les seigneurs avec leurs fantassins et les serfandats. Bah, nous, c'est un peu ce qui nous arrive, en fait. En fait, c'est un peu pareil pour nous. Soit on arrive à changer de paradigme, à inventer un nouveau paradigme, une nouvelle forme d'organisation qui n'existe pas encore vraiment. Soit sinon, on risque de se simplifier, entre guillemets, c'est-à-dire peut-être d'aller vers une dictature oligarchique encore plus dure que celle d'aujourd'hui, ou des systèmes claniques, ou pire, on est mal. Alors dans mon jardin, dans notre jardin, en fait on a fait un forage. Alors le forage était prévu pour 60 mètres. Et à 36 mètres, il y a un geyser énorme qui est sorti. Un truc monstrueux, on aurait dit une baleine géante avec une table d'eau géante. En quelques minutes, notre terrain il a été inondé. Et le forum, il a dit cachez-le, ça va faire la jalousie. Il est parti. Et on était au bord de route, alors il y avait déjà un embouteillage. Les gens regardaient comme ça. Alors du coup, on a mis un tuyau, on a réussi à canaliser, là, on a mis un tuyau jusqu'à 2,50 m pour canaliser le geyser. Et puis du coup, on a encore de l'eau qui sort par le sol autour du forage. Donc on a canalisé, on a un petit ruisseau. Et du coup, on a creusé une grande mare pour qu'il y ait la vie qui vienne dans cette mare. Et du coup, ça fait 2 ans. Et du coup, en 2 ans, moi, j'ai pu observer comment la vie prend dans un nouvel endroit.
Alors mon fils, il a ramassé des têtards et puis des petits poissons dans la Dourbie, la rivière d'à côté. On les a jetés dedans. Et puis pour les plantes, moi j'ai préféré pas en mettre parce que je me suis dit, genre, si je mets un nénuphar et je sais pas quoi, ben, il y en a un qui risque de prendre toute la place et puis d'empêcher en fait que ça évolue spontanément. Donc on a laissé faire. Alors finalement on a eu une sorte de cresson qui est venu par le fond. On a eu des lentilles d'eau, des joncs. Et puis, alors côté animaux, on a eu des mini crevettes, des espèces d'escargots de mer, des bigorneaux d'eau douce, et puis des limaces, des limaces, même des mouches qui plongent dans l'eau comme ça, enfin des trucs. Et puis alors les grenouilles, elles se sont multipliées, alors elles font des concours de chant. Les poissons, il y en a des plus grands qui sont venus parce que les voisins, ils ont un bassin avec ils ont dû faire des œufs, paf, c'est venu. Et puis on a même des couleuvres, des ragondins et des hérons. Voilà. Et c'est magnifique de voir comment la vie de semaine en semaine, elle s'installe toute seule, on ne sait pas d'où ça vient, et ça se développe. Ah oui, on a eu plein d'algues aussi, hein, parce que quand même, l'eau est pleine de phosphate. Mais comme quoi, la vie, elle pousse aussi vers la complexité. Ouais. Alors, je vous ai dit que j'allais en clown voir les personnes âgées. Mon nom en clown, c'est Paulette. Et là-bas, dans les maisons de retraite, je me souviens d'une femme qui s'appelait aussi Paulette. Et elle avait la maladie d'Alzheimer, donc elle se souvenait plus qu'elle m'avait vue la semaine d'avant. Donc à chaque fois qu'on se retrouvait, c'était la fête. C'est ah, ben moi je m'appelle Paulette. Oh, mais tu t'appelles comme moi. Oh, mais on est cousines. Et alors avec Paulette, on se prenait dans les bras et puis on chantait, on dansait. En fait, Paulette, il suffisait de rentrer dans sa bulle pour qu'elle retrouve pleine de vie, qu'elle soit pleine de vie, et c'était génial. Et puis, il y a une fois où quand je suis arrivée, Paulette, elle était attachée sur sa chaise et elle criait « Détachez-moi, détachez-moi, mais détachez-moi » Et en fait, ce jour-là, moi, j'ai pas réussi à rentrer dans la bulle de Paulette. Et en fait, le personnel l'avait attachée parce qu'elle risquait de tomber et de se faire mal. Et puis la semaine d'après, quand on est venu, Paulette, elle était morte. Et là, en fait, j'ai compris que quand on venait voir les personnes âgées en clown, c'était super, c'était des moments incroyablement précieux, extraordinaires. Mais qu'en fait, ça ne changeait pas la façon dont elles étaient traitées globalement. Parce que le personnel qui travaille en maison de retraite, ils sont tous sous pression. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils sont clairement malmenés. Il y a plein de gens qui ne restent pas. Ceux qui restent, il y en a qui partent en burn-out, il y en a qui ont des maladies aussi. Et eux, ils n'ont pas le temps de partager avec les personnes âgées. Et nous, on avait tout le meilleur. Nous, on avait tout le meilleur. Et je me suis dit que, en fait, nos interventions en clown, elles permettaient surtout à rendre le système plus acceptable. Et que, en fait, la façon d'envisager la vieillesse et d'accompagner nos vieux, il faudrait tout renverser. En fait, les clowns, c'était une belle solution, mais une fausse solution. C'est un peu comme en psychothérapie systémique, c'est-à-dire familiale. On distingue deux types de changements. Il y a les changements de type 1 et les changements de type 2. Alors, changement de type 1, c'est je maintiens le système tel qu'il est. Par exemple, il fait froid, je monte le chauffage. Le système de type 2, c'est on change deux systèmes. Par exemple,
on a froid, ben, on va mieux isoler la maison par exemple. Pour mieux vous faire comprendre, je vais vous donner l'exemple. Quand j'étais enfant, j'allais au ski avec mes parents. Et à l'époque, il y avait des tire-fesses à deux. Alors c'est un T à l'envers comme ça. On s'asseyait à deux, puis on montait. Et à chaque fois que je montais avec Albert, et ben Albert il tirait. Alors du coup, moi je tirais de mon côté. Alors du coup il tirait plus fort. Alors moi je tirais plus fort. Et puis jusqu'à ce qu'à la fin on finisse par terre. Et on n'arrivait jamais en haut. En fait, moi, je faisais un changement type 1, c'est-à-dire que je maintenais mon équilibre. Genre, il me tire, je tire. Mais l'équilibre de l'ensemble, il ne tenait pas. Donc à un moment, je me suis dit, puisque ça ne marche pas, je vais faire autrement. Donc quand il s'est mis à tirer, bah, en fait, je suis allée vers lui. Du coup, hop, il est revenu. Donc à chaque fois qu'il tirait, hop, j'allais vers lui. Et du coup, hop, il revenait. Et puis du coup, comme ça, on a réussi à monter jusqu'en haut. Et même qu'arrivé en haut, on était détendu. Et bien ça, c'était un changement de type 2. Parce que c'est l'ensemble du système qui a été modifié. Voilà. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui nous arrive, on nous en sert des solutions. Hein? Des belles solutions. Vous en connaissez, vous, des solutions qu'on nous propose? Arrêtez les migrants. Par rapport à ce problème d'effondrement, entre guillemets. Arrêtez les migrants. Ouais. Ah ouais, arrêtez les migrants, ça je ne l'ai pas dans mes papiers. Ouais. Oh, je la rajoute. Consommer plus. Consommer plus? Ouais. Alors ouais, mais plus, mais différemment quand même, non? C'est pas ce qu'on appelle la croissance verte. Ah voilà. Et oui, verte. Parce que la croissance verte, c'est de la croissance. La croissance, mais verte. C'est-à-dire que c'est comme une vache, vous voyez une vache, quand elle mange, après, quand elle digère, elle rejette du méthane. Et ben, c'est comme si vous aviez une vache, vous lui disiez, vous lui donnez à manger, puis vous lui dites, maintenant tu ne pètes plus. Ça ne marche pas toujours. Alors ça, c'est une fausse solution. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme fausse solution? Une vraie solution, hein. Voiture électrique. Ah oui, voiture électrique. Yes. Alors ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de la technique, les technosciences qui vont nous sauver. Et ouais. C'est un changement de... C'est 1 ou 2, ça? Et oui, c'est 1. C'est 1. Il y a aussi dans la série de la géo-ingénierie, vous savez, des gens ils veulent changer le climat avec des super technologies sans s'occuper des conséquences à long terme. Il y a quoi d'autre alors? Une autre planète. Oui. Ah oui, je ne l'ai pas dans ma planète. La planète Mars. Trop bien. Hein? Je dis, si le 1% y va, on s'en sortira peut-être. Ouais, on débarrasse. Bon, je vous souffle. Ouais. Alors quand même, vous pourriez faire des efforts. Voilà. Oh, mais c'est vrai quoi. Si tout le monde s'y mettait, alors, ça nous changerait la vie. Oh. Bah ouais, faut trier vos poubelles. Alors ça, il y a un bureau d'études qui s'appelle Carbone 4 qui a étudié la question, qui a vu que même si nous tous, on mangeait plus de viande, on allait à vélo, et qu'on faisait tous les gestes individuels possibles et imaginables, on réduirait au maximum d'1 quart nos émissions de gaz à effet de serre. Nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que oui, alors oui, on va le faire, il faut le faire, mais que les 3 quarts de la diminution des gaz à effet de serre, ça ne peut venir que d'un changement
politique et collectif. Il y a les énergies propres. Nous, dans notre jardin, on s'est dit on va mettre des panneaux solaires. Parce que comme ça, on sera plus autonome. Puis en même temps, c'est écolo. Hein. Alors du coup, je me suis renseignée. Alors en fait, vous savez, pour créer des panneaux solaires, il faut du pétrole. Et quand vous y mettez l'équivalent d'1 litre de pétrole, bah, au final, il vous en ressortira comme énergie l'équivalent de 2,5 litres de pétrole. C'est-à-dire que c'est un rendement énergétique qui est ridicule. Et ensuite, bah, vous savez, renouvelable, ça utilise des métaux rares. Vous avez une idée du pourcentage de ces métaux qui est recyclé? C'est facile, hein, c'est pareil que le 1%. C'est moins de 1%. Donc propre, machin, renouvelable. Pas trop, quoi. Alors, il y a aussi la transition écologique. Bon, alors la transition écologique, on ne sait pas trop, parce que c'est vrai que c'est un truc vachement intéressant. Après, déjà, c'est vachement récupéré. Et puis ça fait longtemps. Et puis on prend tellement de temps. Alors que le temps, en fait, on n'en a plus, les amis, on n'en a plus du temps. Ça y est, on y est. C'est pour ça qu'au lieu de transition écologique, ben moi je préférerais parler de métamorphose radicale. Vous savez d'où ça vient le mot radical? Racine. Yes, racine. Voilà. Ça veut dire changer de paradigme. Et pour changer de paradigme, parce que moi je me suis dit d'où ça vient qu'on en est là dans une société qui est aussi violente envers les humains, envers la nature, envers toutes les formes de vie. Alors c'est vrai que depuis, si on regarde, depuis 150 ans, depuis la révolution industrielle, il y a tout qui s'accélère. Il y a tout qui s'accélère. Alors il y en a qui disent voilà, c'est ça, il y a à tel point que les géologues ont décrété qu'on est dans une nouvelle ère géologique, l'anthropocène, parce que c'est l'homme qui marque le plus la géologie et le climat. D'ailleurs, il y a des gens qui préfèrent l'appeler Capitalocène. Et moi je me dis, ouais, Capitalocène, c'est plus clair. Mais en fait, même si c'est il y a 150 ans, c'est pas venu comme ça. Alors du coup, moi j'ai essayé de remonter dans l'histoire. Et en fait, cette relation d'extraction à la nature, le fait de prélever sur l'écosystème, et quitte à ce que l'écosystème se détruise et ne se régénère pas, en fait c'est une histoire hyper ancienne. Parce qu'il y a 40 000 ans, quand Homo sapiens est arrivé en Australie, bah, à part les kangourous, il y a tous les grands animaux qui ont disparu. Et puis il y a 16 000 ans, quand il est arrivé en Amérique, pareil. La grande majorité des grands animaux ont disparu. Ce qui veut dire que cette relation-là d'extraction, elle est vraiment ancienne. C'est comme le fait d'avoir des relations de dominant à dominé chez les humains. Parce que c'est ça aussi qui caractérise tout ça. Ça date de quand? Eh ben en fait, si on regarde, il y a 70 000 ans, quand on a fait notre fameuse révolution cognitive, et ben après on s'est répandu, on est allé coloniser à droite à gauche, et ben partout où on est allé, il y avait déjà des humains qui vivaient. Par exemple ici il y avait Néandertal. Ils avaient un cerveau au moins aussi gros que celui de Homo sapiens. Et ben tous ces humains, ils ont disparu quand Homo sapiens est arrivé, et le peu de traces qu'on a nous laisse croire que ça s'est fait violemment. C'est comme il y a une forme de domination qui est la domination des hommes sur les femmes. Qui
va aussi d'ailleurs avec la domination du principe masculin. Vous voyez, le principe masculin, c'est l'action, le contrôle. Ah bah ça, en fait, c'est beaucoup plus récent. Enfin bon, d'après certains auteurs, ça daterait de la révolution agricole, c'est-à-dire qu'il y a 5000 ans. Ça va, hein. Et donc, je mets hop. Et du coup, là, si on voulait changer ça, pouf, il y a un méga renversement à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On change le pansement ou on pense le changement? Elle est bonne. Alors, moi je vous ai montré un peu mon imaginaire sur ce que pourrait être ce nouveau monde qui demande à naître. Mais je vous ai pas tout dit. Parce que dedans, il y aurait aussi la fin de la propriété privée. Et je vous parle en tant que propriétaire. C'est-à-dire que, par exemple, la terre, les usines, même les logements, tout ça, ça ne serait plus approprié par des gens. Mais simplement, on gérerait les droits d'usage, c'est-à-dire les droits d'utilisation de ces choses qui seraient communes. Et puis dans le monde que j'imagine aussi, il n'y aurait plus d'argent. Alors ça veut dire aussi qu'il n'y aurait plus de travail salarié du coup. Du coup, ça voudrait dire que chacun fait ce qui a du sens pour lui et pour le monde. Oh tiens. Alors, j'ai entendu là-bas que ça c'était... Vous appelez Utopia. Utopia. C'est un peu ridicule, hein, comme... La gratuité, c'est une grosse connerie. Ah ouais. Ben voilà, il y a un peu. Alors, vous savez, ça me... Pas scientifique. En fait, moi je trouve ça bien que vous réagissiez comme ça, vous savez pourquoi? Parce que tous les grands changements de paradigme, ils ont commencé par être perçus comme ridicules, vraiment ridicules, jusqu'à ce qu'après on les perçoive comme dangereux, parce que quand on s'aperçoit que c'est possible, ça remet en cause tout le reste. Et puis à bout d'un moment, après ils sont adoptés par tout le monde, et c'est vécu comme si c'était l'évidence même. Ça, c'est Schopenhauer qui avait dit ça. Donc n'hésitons pas à imaginer des trucs qui nous paraissent ridicules. Et puis, il y a un autre truc aussi, moi, que j'imaginerais, c'est que on accepte la pensée paradoxale. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, tu penses ça, moi je pense l'inverse, donc c'est l'un ou l'autre qui a raison. Et ben en fait, ça se pourrait qu'on ait tous les deux raison. Mais c'est en même temps que C'est maintenant. Ah, d'accord. Aïe. De toute façon, le capitalisme récupère tout. Mais je m'en fiche, moi j'y tiens quand même. C'est-à-dire qu'on est dans un monde tellement complexe que forcément, c'est en cumulant des visions de points de vue différents qu'on peut commencer à aborder la complexité du truc. Et puis, vous savez, dans une forêt, quand il y a un incendie, eh ben, il n'y a pas la pousse du même arbre partout qui repousse. Il y a plein d'espèces d'arbres différentes qui repoussent. Et c'est ça qui permet d'être résilient et de récupérer, de s'adapter à ce qui arrive. Donc, c'est pour ça que moi je vous ai montré mon imaginaire, mais moi je me dis aujourd'hui, il est urgent qu'on imagine ensemble qu'est-ce que pourrait être notre monde de demain. Parce que si on ne l'imagine pas, comment on peut le mettre en place? Et qu'on se confronte, qu'on discute, qu'on élabore un truc ensemble, mais un truc qui soit vraiment un changement de paradigme. Pas juste se battre pour essayer de se faire manger moins vite. Et parce que vous savez ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que dans mon jardin, la première fois qu'on est venu, j'ai eu une intuition. Alors ça peut peut-être vous paraître ridicule justement, c'est que j'ai eu l'intuition qu'un jour, on allait devoir quitter cet endroit en catastrophe, la nuit et en charrette.
Ouais, mais là, on n'a pas en ce moment. On n'a pas de cheval. Mais en tout cas, alors peut-être que ça se réalisera, peut-être que ça ne se réalisera pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on arrive à faire un jardin d'Éden et qu'il y a un grand... que autour, ça ne va pas, et ben ça sera très tentant pour tout le monde de venir se servir. Et nous, il faudra vite qu'on s'en aille. Parce que on ne peut pas être résilient tout seul. Et ça, en tant que vilain petit canard, déjà je peux vous parler de la résilience. Et vous savez ce que c'est la résilience? Non. Eh ben, la résilience, c'est le fait d'encaisser un coup et de pouvoir rebondir après pour refonctionner derrière, même si c'est différemment. Et moi, en tant que vilain petit canard, si j'ai pu rebondir après ce que j'ai encaissé, notamment dans mon enfance, ben, je ne l'ai pas fait toute seule. Non, je me suis appuyée sur des gens qui m'ont aidé à changer mon regard sur moi, sur le monde, à changer de paradigme. Vous voyez, un peu comme le haricot qui grimpe avec le tuteur. Alors, résilient. Résilient, ouais, soyons résilients. Et donc, moi, je me dis que il est temps de construire ensemble notre résilience. Et pour ça, va bien falloir s'organiser ensemble. Aïe, 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 on est mal. Alors, il y a quand même de l'espoir. Moi, il y a 2 ans, j'ai fait une formation sur Internet à la gouvernance partagée. Alors, il y en a peu qui connaissent, mais c'est un vrai changement de paradigme par rapport à toutes ces organisations. En fait, c'est une organisation qui est calquée sur le vivant. C'est un truc. Et puis, en fait, on ne prend pas les décisions au consensus, que tout le monde soit d'accord. On ne cherche pas à prendre la bonne décision, mais on prend une option. Et puis, parce que de toute façon, on a une façon de s'organiser qui s'ajuste en permanence en fonction de ce qui arrive. Et c'est le ressenti de chacun qui sert de boussole à l'organisation. C'est quand même top, non? Les rôles, on les attribue par élection sans candidat. Enfin voilà, je ne peux pas vous faire un truc trop long sur la gouvernance partagée, mais c'est génial. Et moi, j'ai eu la chance de l'expérimenter dans mon village pendant 4 mois. Bon, après, ça ne s'est pas très bien fini pour moi, mais on est un vilain petit canard ou on ne l'est pas. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des exemples qui marchent, c'est ça qui est important. Je peux vous citer un seul exemple, c'est Buurtzorg. Buurtzorg, c'est une association d'infirmières aux Pays-Bas. Elles ont commencé à 10 en 2006, en autogouvernance, pas de chef. Et leur objectif, elles font du soin à domicile, c'est que leurs patients vivent de manière la plus autonome possible, c'est-à-dire en se passant le plus vite de leur service, et avec une vie qui vaille le plus possible la peine d'être vécue. Alors là, on se dit, elles sont gentilles, mais... Eh ben, en 10 ans, elles ont pris les 2/3 du marché aux Pays-Bas. C'est hyper efficace, hyper efficient. Tous les patients, ils veulent se faire soigner par Buurtzorg. Toutes les infirmières, elles veulent travailler à Buurtzorg. Et c'est des groupes de 10 infirmières comme ça en autogouvernance qui sont en réseau. Il n'y a aucun pouvoir central. Et ça essaime dans d'autres pays. Bon, c'est pour vous dire qu'il y a des trucs qui marchent du tonnerre. En fait, nous, aujourd'hui, dans ces organisations, hein, on est un peu comme des pingouins. Vous êtes d'accord, hein? On rame. Hein. Ben, vous savez qu'un pingouin, quand il plonge dans l'eau, il peut faire 2000 km avec l'équivalent d'1 litre d'essence. Et bien ça, il n'y a aucune machine qui peut faire ça. Oui, parce que Murray Bookchin, dans le joueur qu'on ne connaît pas, parce qu'il est un peu dangereux comme gars. Parce que lui, vous voyez, on a vu que là, les racines du truc, c'est les mêmes. En fait, que ce soit les problèmes écologiques ou les problèmes sociaux, il y a les mêmes racines. Ok? Et bien Murray Bookchin, qui colle le vert et le rouge.
écologie sociale. Et vous savez, la lumière verte avec la lumière rouge, qu'est-ce que ça donne? Non, du blanc éclatant. Eh oui, en lumière, ça donne du blanc éclatant. Et bien Murray Bookchin, lui, il propose qu'on aille vers que chaque quartier, chaque village s'organise en assemblée pour décider de tout ce qui concerne le territoire et la communauté. Qu'on retrouve du pouvoir d'agir local, de la démocratie locale. Et que, évidemment, sans se mettre en autarcie, en étant en lien les uns avec les autres, en confédérés, mais sans État-nation. Wow, le truc. Je peux dire des choses dans le livre pour rebondir sur la gratuité. Il y a des essais qui ont été faits dans des grandes villes de gratuité des bus. Ouais, bon, ça marche. Ouais. Après, on pourra discuter. Ouais, ça marche, bien sûr. Et voilà. Et Murray Bookchin, cette démocratie locale qui prône, confédérée, sans pouvoir central, il est dit que ça va de pair avec retrouver une production locale qui soit corrélée à nos besoins réels. Okay. Et donc c'est aussi le premier truc de base pour être résilient, bah c'est aussi il y en a qui pensent ça, j'imagine. Et bien en fait, le peu d'études qui a été fait, il nous montre plutôt l'inverse. Il y a une étude de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, qui montre qu'un maraîcher en permaculture, c'est-à-dire dans ces nouvelles formes d'agriculture, par rapport à un maraîcher conventionnel, pour produire le même revenu, avec la même quantité de travail, et bien lui, il lui faut une surface 10 fois plus petite. Waouh! Elle n'est pas belle la vie? Et alors si on regarde le rendement énergétique, parce qu'on est là, on a un problème là de pétrole et tout, il faut arrêter de consommer de l'énergie. L'agriculture conventionnelle, il lui faut 10 à 15 calories d'énergie pour produire une calorie alimentaire. La permaculture, avec une calorie d'énergie, elle produit 10 à 15 calories alimentaires. Waouh! Alors le seul truc, c'est qu'il faudrait plus de paysans. Ça c'est sûr. Parce que Pablo Servigne, il estime que si on veut se passer de l'agriculture conventionnelle, eh ben, dans quelques années, il faudra en Europe 120 millions de nouveaux paysans. C'est un peu comme ce qui est arrivé à Cuba. À Cuba, quand ils ont eu l'embargo, ils n'avaient plus d'énergie. Donc il y a 20 à 25% de la population qui est devenue paysanne. Ce qui veut dire que parmi vous, chers amis, il y a une personne sur 4 qui risque de devenir paysanne dans les années qui viennent et qui ne le sait pas encore. Bienvenue à la Terre, c'est génial. Mais on pourrait même s'y mettre tout de suite, parce que je peux vous dire, je peux témoigner qu'il y a des choses à apprendre, quoi. C'est pas évident. Voilà. Et que même si l'accès à la Terre, il n'est pas évident, moi je me dis que si dans on arrive à se regrouper, on peut faire des trucs, quoi. On peut y arriver. Alors en conclusion, chers amis, bonsoir. Alors, ouais, je sais que ce que je vous ai rappelé sur le diagnostic, là, tout ce que j'ai mis sur le tapis, eh ben, sortons-le de dessous le tapis. Gardons-le dans notre vie, même si c'est pas évident, hein, même si on a tendance à le truc. Soyons lucides sur ce qui arrive, parce qu'on ne peut pas se préparer à quelque chose si on ne le regarde pas arriver. Et puis, oui, c'est la cata, c'est vrai, c'est la cata, mais en même temps, quelle chance, en tout cas moi c'est ce que je me dis, quelle chance d'être né comme par hasard, pile poil, au moment où l'humanité, elle vit un virage aussi énorme, et où chacun, est amené à jouer son rôle. Elle n'est pas belle la vie? Et puis en conclusion, il n'y a que collectivement qu'on arrivera à influencer ce qui se passe et peut-être à vraiment changer de paradigme. Oh! Pardon, j'avais un truc aussi. C'est ces nouvelles formes d'organisation, la gouvernance partagée et tout,
C'est ce que Frédéric Laloux a appelé les organisations opales. Voilà, j'ai oublié de vous montrer ça. Opales parce qu'elles ont des reflets de toutes les couleurs. Voilà. Qu'elles sont en autogouvernance et en réseau. Ah oui, j'avais ça, ouais. Bon, bref. Ce sera mieux, la prochaine fois, je serai plus au point. Voilà. Et je me dis que, voilà. Alors peut-être que j'ai trouvé ma nouvelle famille. Hein? Mes amis pingouins! On plonge!